bienvenue à ce troisième webinaire de l'AGBio. On va parler aujourd'hui des géofilets biodégradables et de leur utilisation en génie écologique. C'est une présentation à trois. Alors, peut-être qu'on va faire un petit tour de table pour se présenter. Je te laisse commencer, Fred. Ouais, alors, priorité à Mélanie, qui est un peu notre organisatrice. Bonjour à tous et puis du coup bienvenue dans ce troisième webinaire de l'AGBio. Voilà. Donc Mélanie Cornet, moi je suis la chargée de mission à l'AGBio. Voilà, à la base ancienne directrice d'un bureau d'études, aujourd'hui à mon compte et voilà avec plaisir pour animer ce webinaire qui est donc le troisième d'une série qu'on a débuté il y a maintenant 6-7 mois à peu près. Voilà, on essaye de tenir un rythme d'à peu près un webinaire tous les 2 mois sur des thèmes assez variés. Le premier, c'était sur les solutions fondées sur la nature. Le deuxième, c'était Vincent, tu me rappelles? Végétal local. Végétal local. Végétal local. C'est ça. Et puis là, du coup, sur ce troisième du coup webinaire sur les géofilets. Voilà. Donc, du coup, Stéphane, Frédéric et Vincent vont se présenter. Voilà, c'est eux qui vont être nos spécialistes, nos super techniques sur le sujet. Fred, je te laisse te présenter. Ouais, donc Frédéric, donc je suis président de l'AGBio. Récemment, j'ai pris la succession de Manuel de Matos, qui a gardé haut la main l'association pendant pas mal d'années, qui a démarré justement ces webinaires. Donc, on va essayer de pouvoir communiquer un peu la technique et tout ce qu'on a comme partage de savoir-faire. Là, on est sur plutôt une nature des choix de matériaux écolos sur la partie géofilet, mais aussi sur la partie paillage, voire géotextile. Voilà, donc ça, je expliquerai ça dans un troisième temps. Après, Steph ou Vincent? Steph, ouais, peut-être, parce que après j'enchaîne. Micro, Steph? Stéphane, ton micro. Non plus. C'est bon. C'est bon. Donc, bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis à l'AGBio depuis le départ. Je suis au conseil d'administration aussi depuis le départ et là maintenant trésorier, alors que je n'ai pas encore commencé à la suite de Vincent. Sinon, mis à part ça, je vais vous parler tout à l'heure de géofilets fabriqués à base de fibres de coco et à base de fibres de jute. Ce sont des produits que je connais depuis 25 ans bientôt, car pour certains, je les fabrique et pour d'autres, je suis distributeur de ce type de produits. Voilà. Ok, merci Stéphane. Alors moi c'est Vincent Breton, je suis également membre de l'AGBio et par ailleurs ingénieur d'études au centre INRAE de Grenoble, centre qui faisait partie anciennement d'IRSTEA et même du CEMAGREF pour ceux qui se rappellent. Alors j'ai eu l'occasion de travailler sur les techniques de génie végétal dans différents contextes, lutte contre l'érosion et maîtrise des espèces exotiques envahissantes. Donc j'ai eu l'occasion d'utiliser des géofilets, même si ce n'était pas forcément en soi un sujet d'étude et je me prétends pas un spécialiste de la question, mais c'est quelque chose que j'ai pu utiliser et qui me permet de vous donner quelques éléments introductifs. Alors, on commence par la présentation. Voilà, ça marche, vous voyez bien. Donc, quelques éléments en introduction pour expliquer de quoi on parle. On est dans le domaine de la protection des sols, de la lutte contre l'érosion. Plus précisément, comme on est dans le cadre de l'AGBio, qui promeut le génie végétal, bien sûr, l'idée principale, c'est de s'appuyer sur le végétal. L'objectif, c'est de trouver des moyens de favoriser le développement de végétaux dans des milieux qui sont plutôt contraints. On est dans des milieux érodés, forte pente, parfois la nutrition minérale est plutôt limitée. On peut avoir des périodes de manque d'eau ou des périodes d'excès d'eau.
Et donc l'intérêt des géofilets, c'est de favoriser à la fois le démarrage de la végétation et en même temps de limiter l'érosion superficielle avant que la végétation prenne la suite au niveau de la lutte contre l'érosion. L'autre avantage aussi qui est important, c'est que ce sont des produits qui sont à base de fibres végétales et donc qui sont biodégradables. Quelques données et exemples pour illustrer. Sur le bas là, de la présentation, j'ai mis quelques photos. Alors sans rentrer dans le détail, c'est un exemple d'ouvrage réalisé par le bureau d'études de biotech. On voit sur l'image de gauche la mise en place d'un ouvrage de génie végétal utilisant les géofilets. Là, on les voit bien là, ici. C'est un ouvrage qui est établi selon un schéma d'installation bien précis, associant différentes techniques et différents matériaux. On voit il y a du minéral, des enrochements de pieds de berge, et puis surtout des végétaux qui sont installés de différentes façons, de l'ensemencement sur la pente et des plantations d'héliophytes sur le bas de berge, avec à chaque fois des géofilets pour maintenir tout ça. Le résultat sur la gauche, c'est un développement végétal au bout de quelques années qui assure le maintien de la berge et qui a pris le relais des géofilets qui ont progressivement disparu. Ça, c'est l'utilisation importante. On a pensé aussi avec Fred qu'il était bien de donner un autre domaine d'application qui est l'outil, un outil qui permet de maîtriser la végétation. On sort du contexte de l'érosion superficielle là, mais le géofilet peut en fait reproduire l'effet d'un paillage au sol et donc contenir la végétation indésirable et maintenir une certaine humidité du sol. Et cela en participant aussi à ses fertilités, parce que comme on a un produit qui est biodégradable, on alimente aussi la fertilité du sol. Donc on est sur des applications qui vont bien au-delà du génie végétal. Là, on peut aussi imaginer des utilisations pour l'entretien des jardins, espaces verts, également en maraîchage. Alors, on peut essayer de situer les géofilets par rapport aux autres produits disponibles pour des applications dans le domaine de la protection des sols. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché comme autres solutions et autres produits? À gauche, les géosynthétiques. Donc, ce sont des produits qui sont constitués de polymères et utilisés dans des différentes applications en génie civil, infrastructures de transport, stockage de déchets, ouvrages hydrauliques, etc. Il y a deux grandes familles principales. Pour faire simple, les géotextiles perméables et les géomembranes essentiellement imperméables. Donc des applications qui vont bien au-delà du génie végétal. Là, on recherche des propriétés d'étanchéité, de renforcement, de filtration. Mais ils sont aussi en concurrence avec les géofilets dans la mesure où ils apportent également des solutions dans le domaine de la lutte contre l'érosion et le contrôle de la végétation. À l'extrême, sur la droite, un schéma complètement simplifié, on peut simplement utiliser de la biomasse brute au sol et rechercher un effet paillage. C'est toujours la même chose, qui permet de contrôler la végétation tout en conservant une certaine humidité et en contribuant à la richesse chimique du sol. Et puis, on a pu constater, alors de façon un petit peu anecdotique, qu'un apport de BRF, donc de bois raméal fragmenté, peut aussi s'envisager sur de fortes pentes. Il se maintient bien, il va favoriser la végétation, même si il va pas forcément être très efficace, il va pas éviter les ruissellements importants, il va pas retenir énormément de sédiments, mais comme il a une interaction positive avec la végétation, il peut être intéressant. Donc voilà, c'est un schéma un peu simplifié, mais qui permet d'opposer des techniques et des matériaux sur différents gradients, efficacité, bilan carbone. En termes d'efficacité, c'est évident que les produits à base de polymères sont beaucoup plus résistants, ils se dégradent moins vite. Mais si on raisonne en termes de bilan carbone, le résultat est beaucoup moins satisfaisant parce qu'il faut tenir compte aussi
de l'ensemble du processus de fabrication, de l'utilisation de matières premières là, qui sont carbonées, non renouvelables, avec un coût énergétique donc pour la fabrication, mais aussi pour le transport. À l'inverse, les produits biodégradables et bruts ont évidemment une efficacité moindre, mais un bilan carbone beaucoup plus intéressant, puisqu'il n'y a pas, c'est une production qui peut être locale, il n'y a pas de coût de transformation, il y a très peu de transport, donc il est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Et les géofilets biodégradables, ben, ça apporte un compromis. Hein, l'intérêt, les points très positifs, c'est qu'ils ont une bonne interaction avec la végétation. Une certaine efficacité en termes de résistance et de durée. Les points négatifs, bah, c'est essentiellement le fait qu'ils sont encore majoritairement fabriqués à l'étranger, dans des pays où les normes environnementales ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, en tout cas elles sont moins contraignantes, et ça implique évidemment du transport. Tout l'enjeu, c'est bien que ce qui va déterminer les attentes et les perspectives en termes de recherche et de développement dans les années à venir, ben, c'est de limiter l'empreinte carbone. Donc, est-ce qu'on peut trouver une production locale avec une matière première végétale produite localement? On va y revenir, en particulier Fred. Tout en essayant d'augmenter l'efficacité de ces techniques et trouver des solutions fiables et durables pour la protection contre l'érosion. Quelques références bibliographiques, alors elles ne sont pas très nombreuses, hein, celles spécifiquement sur ce sujet en dehors de ces deux articles. Sinon, on trouve beaucoup d'informations dans les guides techniques portant sur le génie végétal. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de citer l'ouvrage de Biotech hein, qui en parle beaucoup. La définition des géofilets biodégradables qui est donnée notamment dans la première référence, donc des produits 100% biodégradables, ouverts, avec une certaine résistance mécanique et dans l'objectif de limiter temporairement l'érosion superficielle avant et donc favoriser la croissance des végétaux et donc favoriser le relais des géofilets et je vais y arriver, je me mélange. Oui, qu'il y a un relais des systèmes végétatifs et qui joue un rôle dans la lutte contre l'érosion. Les principales caractéristiques techniques qui définissent la qualité des géofilets biodégradables, d'abord la nature des fibres végétales utilisées, le procédé de fabrication, les différentes propriétés géométriques et de résistance mécanique, leur biodégradabilité qui vont déterminer leur durée de vie, et puis bien évidemment les impacts environnementaux au travers du bilan carbone. Donc, une diapo pour présenter les principaux, parmi les géofilets traditionnels, hein, les deux principaux types de géotextiles, les tissés et les non tissés, et deux matières premières végétales importantes, coco et jute, avec le développement en Europe et en France en particulier, d'autres matières premières végétales, notamment le chanvre. Là encore, Fred nous en dira quelques mots. Ce qu'on appelle le coco, c'est en fait des fibres issues de l'enveloppe de la noix de coco. Et le jute, c'est en fait extrait d'une plante, en fait, de la tige d'une plante, de la corette potagère. Ces deux végétaux sont produits en Asie, plus précisément en Inde et au Bangladesh, sous un climat qui leur sont favorables, c'est-à-dire un climat chaud et humide. Ça, c'est pour la matière première végétale, mais les géofilets qui sont fabriqués grâce à ces fibres sont également produits sur place dans ces pays-là, donc au Bangladesh et en Inde. Et ce sont ces processus de fabrication des fibres qui vont déterminer les différentes caractéristiques des géofilets en termes d'épaisseur, en termes de densité d'émail, etc. Et ces caractéristiques
détermineront les usages qu'on peut en faire par la suite pour la protection des sols. Donc les diapos suivantes, je vais laisser la parole à Stéphane pour les commenter. Stéphane, donc sur les cocotissés. Ok, ça marche. C'est bon. Oui, donc rebonjour. Alors non, on peut revenir avant. Donc en effet, là, il existe, pour reprendre ce que disait Vincent, déjà deux grandes familles. Je vais dire les géofilets coco ou jute tissés et ensuite les géofilets aiguilletés. Donc, bien souvent, ce qui est utilisé pour limiter l'érosion sont des géofilets tissés, qui sont donc fabriqués sur des métiers à tisser et qui ressemblent visuellement à des filets. Là-dedans, deux grandes familles. D'ailleurs, vous voyez des filets en bas, vous voyez tout à fait cette apparence de filet sur la photo du bas de la diapo que vous voyez là actuellement. Et donc, deux grandes familles, soit les produits fabriqués à base de fibres de coco ou ceux fabriqués à base de fibres de jute, qui ont le même aspect, mais qui auront une dégradabilité différente selon là où ils sont installés. C'est-à-dire que le jute se dégrade rapidement dans un milieu humide, alors que la fibre de coco, elle, se dégradera entre 3 et 5 ans selon sa qualité. Car il faut voir que la fibre de coco, c'est pas. Il y a des fibres de coco de différentes qualités. On peut utiliser des fibres de coco qui sont plus ou moins longues pour fabriquer ensuite des ficelles qui elles-mêmes serviront à fabriquer des géofilets. Voilà. Donc, ensuite, il y a des produits aiguilletés qui sont fabriqués à base de différentes fibres. Alors là, en effet, on peut utiliser des fibres exotiques à travers des fibres exotiques ou tropicales comme le jute et le coco. Et en France, on fabrique aussi beaucoup de produits à base de fibres de chanvre, sachant que la France produit elle-même du chanvre. Par contre, je veux revenir à une chose sur l'empreinte carbone dont on parle par rapport au transport. Il faut voir qu'un container qui sera chargé sur un porte-container au milieu de 30 ou 40 000 containers n'aura pas plus d'impact qu'un container chargé sur un camion qui partirait de Marseille pour venir jusqu'à Paris ou même jusqu'à Lyon. Donc, le voyage entre l'Inde et la France sur un navire ne sera pas plus nocif au niveau carbone que ce même container sur un camion qui fera 500 km en France. Voilà. Et ça, peu de gens le savent. Bon, ensuite, pour revenir, si on pouvait passer… oui, alors là, oui, justement, par rapport au bilan carbone, si on pouvait remonter donc tout à l'heure. Non, voilà. Donc, alors, vous avez pour parler des géotextiles coco, en tissé, donc vous avez différents grammages qui existent, 400 grammes à gauche, H2M6, 740 grammes au milieu et 900 grammes sur la droite. 80% du géotextile, du géofilet coco utilisé est du 740 grammes H2M5, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps sur des chantiers. Pourquoi ? Parce que la différence qui est faite sur ces grammages est le nombre de ficelles utilisées par mètre carré. Donc, vous aurez une maille plus ou moins ouverte et la plupart du temps, c'est du 740 grammes H2M5 qui est utilisé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va être important sur un géofilet coco ? C'est son poids, donc sa masse surfacique, pardon. Donc, ensuite, l'ouverture de ses mailles et la qualité des ficelles utilisées pour fabriquer ce géofilet. Alors, en plus, tout à l'heure, Vincent nous parlait des pays producteurs. Le Bangladesh, c'est que du géofilet jute. L'Inde,
dans l'État du West Bengal, qui est un État limitrophe au Bangladesh, qui est au nord-est de l'Inde, autour de Calcutta, fabrique aussi des géofilets jute. Et ensuite, toute la production concernant les géofilets coco va se trouver dans le sud de l'Inde, dans l'État du Kerala, qui veut dire cocoterie en Malayalam, qui est la langue du Kerala, et dans une moindre mesure dans l'Est, dans le sud-est de l'Inde aussi, au Tamil Nadu, et on en trouve aussi, on est fabriqué aussi à Sri Lanka. Voilà, ça ce sont les pays de production. Voilà, donc ces différents types de géofilets coco, c'est utilisé depuis très longtemps maintenant et ça fonctionne plutôt bien. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de remplacer ces fibres par d'autres fibres, mais il faut voir que la qualité d'une fibre de coco, eh ben, on ne la retrouve pas forcément dans des fibres qui existeraient chez nous. Mis à part le chanvre qui est utilisé maintenant depuis quelques temps. Donc, comme je vous disais, là, sur l'image que vous pouvez voir, vous pouvez apercevoir un autre un autre géofilet coco sur lequel on peut voir des mailles, justement, et ça peut vous aider lorsque vous devez réaliser des chantiers ou comment dire, préconiser ce produit ou l'acheter même. C'est comment faire attention à acheter un produit de qualité, c'est-à-dire, là, par exemple, on voit qu'il y a une maille qui est régulière, il y a des fibres qui sont régulières, des ficelles qui sont plus ou moins grosses. Normalement, vous devez avoir un aspect géométrique qui est un bel aspect géométrique. Ça n'arrive pas toujours. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on met en œuvre et pas forcément chercher toujours un produit au meilleur prix. Il faut voir qu'un géofilet coco peut se dégrader rapidement s'il est de mauvaise qualité et tenir le temps qu'il faudra s'il est de meilleure qualité. Alors ensuite, on utilise aussi parfois des géofilets jute, pas tellement en bas de berge, mais plutôt en haut de berge. Alors pareil, différents grammages, 500, 730 grammes, 1000 grammes, toujours pour les mêmes raisons, la taille des mailles, l'ouverture des mailles. Et ça va être utilisé plus donc en haut de berge, alors sur des terrains secs. Lorsqu'on fait par exemple, en montagne, c'est plus souvent utilisé que du géotextile, que du géofilet coco. Voilà. C'était quoi la photo d'avant? La diapo d'avant, c'était... Non, jute. Oui, alors les différentes caractéristiques. Alors là, quand on parle de coco non tissé, on parle de coco aiguilleté. Donc, à l'inverse, là, les fibres vont être aiguilleté et non tissée, c'est-à-dire on va fabriquer avec un feutre qui sera fabriqué à partir d'une aiguilleteuse, c'est-à-dire c'est un outil sur lequel il y a des milliers d'aiguilles qui vont frapper les fibres et les entremêler entre elles afin de réaliser un feutre. Bien souvent, il faut voir que ce genre de produit n'assure pas forcément une résistance mécanique, mais elle va être utilisée doublée par un géofilet coco pour permettre en pied de berge d'empêcher les fils de passer à travers les mailles du filet en cas de creux. Donc pareil, différents grammages. Il est souvent renforcé par un filet de jute, c'est vrai, mais qui sert seulement à ce que ça tienne lors de la mise en œuvre. Mais une fois qu'il est posé au sol, il n'y a plus vraiment d'obligation. Et ce produit peut être parfois doublé par une couche de latex, pareil, naturel, afin de consolider ce produit aiguilleté. OK. On peut passer aux images suivantes. Donc là, le jute tissé, pareil, avec quelques comment dire, spécifications techniques. Bon, alors la mise en place, comme il est dit, il faut le mettre en œuvre sur un sol qui aurait été préparé.
évidemment. Recouvrement en tuile, alors tout dépend. Ça peut être aussi l'inverse, dans le sens où, en cas de crue, si on est sur des ouvrages sur lesquels il peut y avoir régulièrement des crues, il vaut mieux faire le contraire que la mise en place d'une tuile, dans le sens où, quand l'eau montera, ça empêchera, elle glissera sur les différents laits de géophyllets et empêchera justement qu'il se désolidarise du sol. Et puis, toujours ancré à travers d'agrafes métalliques qui sont de moins en moins utilisées, et plus ça va, plus on utilise des agrafes en bois. Ce qui permet d'avoir un produit qui est 100% biodégradable, ainsi que sa fixation. Et après… Et c'était la dernière diapo, Stéphane. Ah bah voilà, c'est parfait. Et du coup, je laisse Frédéric nous parler du géochanvre. Ouais, Avec transition. Est-ce que vous voyez l'écran là? C'est bon? C'est tout bon. Bon, merci. Ouais, donc moi je vais essayer de vous remontrer un peu la transition par rapport à la dernière image qu'a montré Stéphane, c'est la réutilisation un peu de tout ce qui est un peu technique de stabilisation de berge sur un cours d'eau naturel. Donc là, des profils de rivière ou des photos comme ça de rivière, on en rêve tous, quoi. Si ce n'est que souvent, on cherche à faire ce résultat-là. Et l'objectif de ce que fait la nature, on a du mal à le refaire directement en grands travaux et en rustine de ce qu'on appelle le génie végétal par endroit. Et on a souvent recours à des matériaux qui ne sont pas tout à fait vertueux. Donc moi, je vais essayer de faire un procès un peu à l'après-vert de ce que j'aime pas trop voir dans les ouvrages, quoi. C'est de dire, voilà, c'est dès qu'on commence à vouloir faire des fascines, ça veut dire des fagots, on va utiliser pas mal il y en a qui mettent des piquets en PVC recyclés, il y en a qui mettent beaucoup de galva, beaucoup de fils de fer, des câbles inox, etc. Après, dès qu'on commence à faire des sous-couches, ce que montrait Vincent tout à l'heure, ce sont des arrangements de pieds de berge, on les pose sur un bidim, on les pose sur un aiguilleté polyéthylène polypro en sous-couche pour que les arrangements ne s'enfoncent pas dans le lit, et y compris quand on fait des seuils de fond. Donc ça veut dire qu'on a toujours ces matériaux en rouge là qui m'exaspèrent parce que c'est quand même du polyéthylène et du polypro que l'on met dans les ouvrages de génie éco. Bon, après, donc là, il y a les ancrages des cocos avec des agrafes en fer. Il y en a beaucoup qui mettent 2-3 agrafes au mètre carré pour pas que ça s'embole. Et ils n'ont toujours pas confiance aux végétaux. Et c'est pareil aussi lorsqu'on commence à avoir des plantations où on remet des manchons en plastique avec des dalles en plastique. Tout ça sous couvert du génie écologique. Donc, c'est juste que ce genre de quantité d'usage de matériaux m'exaspère. Et puis, on voit là aussi des grands chantiers qui sont faits avec des produits 100% plastique ou 100% grillage. Donc, ce n'est pas du génie plastique ou du génie métallique, là, mais on sait que quand on met une bouture dans du grillage, on sait que quand elle va grossir, on va la sectionner et il n'y aura jamais un arbre, quoi. Elle sera coupée avant de grossir, quoi. Donc, il y a des histoires de génie végétal qui sont un peu compliquées. Et c'est vrai que d'utiliser des feutres, des bifeutres avec des géotextiles tridimensionnels, tout ça peut être ressourcé. Je me pose toujours la question de savoir ce que c'est qu'un plastique, quoi. Donc, je fais une analogie par rapport à ce qu'on appelle les bioplastiques. Donc, on les connaît tous maintenant parce qu'on les utilise tous les jours. Donc, les bioplastiques, ce sont ceux que vous retrouvez dans les supermarchés. Donc, c'est à base d'amidon de maïs, ou on appelle ça des acides polylactiques, des PLA, et qui, en fait, ne sont ni plus ni moins que des produits biosourcés, mais qui sont retransformés en polyéthylène, en molécules de polyéthylène. Et on sait très bien que tous ces molécules de polyéthylène, elles se mélangent très mal. Donc déjà, ça ne se composte pas, comme ils disent, à la maison. Ça se composte sur quelque chose de plus de 70 degrés. Donc ça veut dire que c'est des composteurs industriels. Ça ne se mélange pas aux autres plastiques parce que ça nuit à la recette du recyclage des autres plastiques.
Donc, ça veut dire que c'est un vrai déchet. Et quand on sait que chaque fois qu'on utilise ces plastiques en génie éco, ben, on sait qu'on contribue à remettre des billions de particules de microplastiques qui se délitent en petits morceaux. Alors, on ne le voit plus, mais par contre, on l'ingère, voire même quand on le met sur les plastiques agricoles, on fait des cultures avec ces plastiques agricoles biosourcés, ben, on se rend compte que ces microparticules de plastique et nanoplastiques se retrouvent dans les légumes. Donc, ça veut dire que manger bio, manger des plastiques. Voilà, c'est des constats qui sont un peu douloureux. Et je pense qu'au niveau génie éco, ben, il serait utile que quand on fait des confinements de renouée du Japon ou quand on fait des confinements, des protections anti-batraciens, où on déroule ça sur des kilomètres le long de voies pour éviter que les batraciens traversent en période de migration, ou qu'on confine les zones de renouée avec des plastiques ou des arbres avec des manches en plastique, on se pose vraiment la question de la traçabilité de ces matériaux dans le futur. Donc là, j'ai voulu illustrer aussi des excès de coco. Moi, je pense que le coco, à l'état actuel des choses, des géotextiles coco sont très utiles pour stabiliser les sols. Mais quand on voit certains usages où on fait des hectares de géotextiles coco, ben, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, quoi. Parce que ce sont en l'occurrence, là, sur la photo en bas à gauche, ce sont à plus de 1800 mètres d'altitude. Ce sont des tourbières qui sont très fragiles aux apports de nutriments. Et quand on met des matériaux qui sont produits, même si c'est en Inde, ils sont faits au bord de mer, donc ils accumulent du sel. Je vous montrerai après les analyses. Ce sont des matériaux qui sont un peu compliqués au niveau de traçabilité sur les tourbières. Et pareil sur des petits cours d'eau très sinueux, où quand on peut éviter de mettre des géotextiles coco, ben on évite aussi d'avoir des problèmes de relargage. Et surtout que, comme disait Stéphane, il y a des produits qui sont complètement déguisés. C'est que les gens vous font croire que c'est des cocos, mais il y a plus de plastique que de coco, quoi. Donc voilà, donc quand vous voyez même sur la photo, la dernière qui s'est affichée, là, des petits fils marrons, là, tirés dessus, c'est du plastique. Donc, il est marron, mais ce n'est pas du tout naturel, c'est du polyéthylène. Donc, qu'il soit noir ou marron, on a quand même des problèmes de traçabilité de ces matériaux biosourcés, quoi. Voilà. Donc après, ce que disait Stéphane, c'est le nombre d'agrafes que l'on met. Et là aussi, on serait bien de retourner aux agrafes en bois. Après, ça montre un peu aussi le côté qualité, ou plutôt la non-conformité de certains géotextiles coco, qui en fait, comme dit Stéphane, il y en a qui tiennent 3 ans, il y en a qui tiennent 5 ans, mais j'en ai eu posé qui ne tiennent même pas un mois, et qui en fait se délitent, se coupent, et en fait, c'est par la thermocompression, c'est pour que l'importation soit plus massive, on fait des ballots de coco plissés à un 3 mètres, sera plié en 3 fois, donc il y aura 3 fois 1 mètre sur la largeur, et compressé à 200 bars pour faire plus de quantité dans un conteneur. Quand on commence à compresser les matières naturelles fortement, mais forcément au contact de l'eau, quand ça se réhydrate, on n'a pas du tout les mêmes résistances, quoi. Et donc, on a des cocos, comme on voit en haut à gauche, qui se rétractent parce qu'ils sont coupés au ras de l'eau. Ça veut dire que des cocos, quand vous les mettez dans une zone où on cherche à stabiliser et qui se coupent au bout d'1 ou 2 mois tout le long du niveau d'eau, vous n'avez plus qu'à reprendre le chantier, quoi. Voilà. Donc, on le voit aussi sur des zones de traction. Ça veut dire qu'un test de traction sur certains géotextiles, ils ne sont pas du tout conformes à ce que la norme du coreboard, quoi, et qui en fait ne correspondent à que de la fibre courte de coco qui a été assemblée, mais qui n'est pas du tout caractéristique, quoi. Petit zoom sur le côté qualité biochimique des produits utilisés. Donc là, quand on regarde un peu des paillages en jute, en coco ou en chambre, ou en coco latexé, comme disait Stéphane, il est intéressant aussi de voir un peu les hydrocarbures qu'on relargue sur certains milieux naturels. Donc c'est là qu'il est intéressant au niveau génie éco d'intégrer cette approche traçabilité, parce que voilà, donc quand je regarde un peu tous les éléments métalliques ou des éléments, des HAP ou des trucs comme ça, c'est évident que pour assouplir de la jute, il faut la tremper dans du pétrole brut. Vous sentez la jute, vous voyez directement qu'il y a eu un apport de matériaux pétrosourcés. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on recherche en génie éco. Donc le résultat, c'est que vous voyez, on a quand même pas mal d'accumulation de produits que l'on ne souhaite pas dans des talus que l'on refait naturellement.
Donc ça, forcément, tout ce que l'on met là, vous voyez, quand on utilise des boudins, mais on met quand même 10 grammes de chlorure de sodium au kilo. Donc 1 kilo, ça fait à peu près 1 mètre linéaire. Donc tous les 1 mètre linéaire, on remet 10 grammes de NaCl. Si c'est pour le bord de mer, c'est pareil, c'est parfait. Si c'est pour des tourbières, il faut mieux utiliser ce produit à bon escient. Parce que forcément, ça a un impact sur le milieu. D'où l'intérêt à voir avec Vincent ce qu'il expliquait, c'est essayer d'avoir une traçabilité sur les produits que l'on utilise et voir à peu près qu'est-ce qui serait envisageable sur le suivi des relargages que l'on peut avoir entre de la berge vers le limineur, y compris avec les plastiques. Bon, autre zoom aussi sur les paillages, puisque j'ai eu la chance de développer d'autres applications à partir du chanvre. Donc, on utilise de plus en plus des matériaux made in France à partir de fibres de chanvre. Ce sont des intissés, ça veut dire que c'est juste du matériau en vrac qui est bombardé avec de l'eau. Je crois que la photo est là, voilà, c'est ça. Donc, on fait, nous, des rouleaux de paille bombardés avec de l'eau dans un sens et dans l'autre, ça fait du velcro. Et en gros, il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Donc, ce sont des matériaux 100% biosourcés, puisque c'est que du chanvre de Bourgogne, et qui nous permettent de dire l'usage de ces produits-là, ce n'est plus un géofilet, puisque ça devient un peu opaque à la lumière, mais c'est pour empêcher les mauvaises herbes. Donc, ces produits-là, par contre, en paillage, sont très utiles pour faire de la haie ou pour faire tout ce qui est plantation. Il y a beaucoup de plantations que l'on fait sur les plantations de haies ou pas mal d'usages en agroécologie où je me rends compte que ce sont des gens qui sont de plus en plus regardants par rapport aux acteurs du génie éco. Donc, je me dis, le génie éco, on se dit des supra-écolos, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, quand ils commencent à parler vie du sol et traçabilité des produits, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se posent vraiment la question de qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la vie du sol et le relargage des produits. Donc là-dessus, je pense qu'en génie éco, on a aussi des choses à montrer, parce que vous voyez, quand on fait des confinements renoués ou quand on fait des petites dalles de plantation sur des bords de rivière, voilà, sur des plantations d'arbres, il est intéressant d'utiliser sur un matériau plutôt naturel, parce qu'au moins on se dit, voilà, quoi qu'il arrive, c'est que de la paille. Autre application sur les géotextiles, donc là on essaie d'utiliser plutôt que l'image que je montrais en sous-couche sur les enrochements ou sur les seuils de fond, c'est d'utiliser ces produits intissés à partir de chanvre en rouleau pour remplacer les géotextiles. Donc là, dès qu'on parle de géotextile, on est dans un autre métier. Donc chronologiquement, Stéphane a présenté tout ce qui était géofilet. On a abordé un peu le côté paillage, avec notamment le côté obscurcissement de la photosynthèse pour les plantes exotiques ou les arbres, etc., ou les plantations. Et là, c'est une autre application, c'est des géotextiles. Alors, ce que montrait Vincent aussi au début, c'est que ces applications géotextiles sont là pour des usages techniques. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la séparation de matériaux, comme on voit sur la photo, le petit schéma. On voit que si on met du gravier sur une piste cyclable ou un truc comme ça, il disparaît, parce qu'avec le poinçonnement, il passe, les matières fines remontent avec l'humidité, et en fait, ça fait une espèce de battance, et le matériau fin a plutôt tendance toujours à remonter. Et donc, l'effet d'un bidim ou d'un géotextile synthétique, c'est de séparer ces phases. Donc, il se trouve que pour faire des pistes cyclables, pour faire des pistes, etc., des installations de travaux publics temporaires, des bases de vie ou autres, on utilise beaucoup de bidim, alors que l'on a dit qu'on cherche à avoir une durée de vie de 3 mois, 6 mois maximum pour des usages comme ça. Donc, on se dit, pourquoi pas utiliser des biosourcés? Surtout que quand on voit certains pays qui ont la norme depuis, alors excusez-moi, c'est pour tirer un verre, certains pays comme en Inde, qui ont la norme de ces produits biosourcés, donc là c'est de la jute, le jute, pardon, qui est utilisé directement pour couler le bitume. Donc quand on sait que les Indiens, qui sont quand même 1 milliard sur le territoire, à faire des autoroutes, des TGV, et à utiliser que du produit biosourcé sans utiliser de polyéthylène et de polypro, on se dit quand même que notre vieux continent européen est quelque part à la bourre, parce que la norme n'existe pas. Donc, on s'est attaqué au sujet, à dire, voilà, donc on a déposé un projet d'agence nationale de la recherche
pour essayer de commencer à travailler avec des applicateurs, d'accord, avec l'école des ponts et chaussées, donc c'est l'université Gustave Eiffel, avec des applicateurs comme Eurovia, qui, eux, ils sont très intéressés à dire on va bannir un peu les polyéthylènes et les polypros, et avec l'IFTH, et donc Géochambre essaye de développer des applications à sous-couche routière. Donc c'est un démarrage de projet 2022-2026, et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre, en tout cas pour des usages de pistes provisoires de chantier, des pistes cyclables ou des bases de vie ou autres, d'utiliser ces produits biosourcés à base de chanvre ou autres, de fibres végétales locales, pour essayer de renforcer les ouvrages que l'on fait, quoi. Voilà. Donc après, notre objectif, nous, c'est de dire, ben voilà, on va aussi les utiliser dans ce projet-là en application routière, TGV et ferroviaire. Voilà. Et avec le soutien du comité français des géotextiles synthétiques. Donc ça veut dire que le comité français des géotextiles, pour le moment, il n'y a que des produits pétrosourcés. Ben, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils commencent à se dire, ça serait bien qu'on vienne aussi dans le biosourcé. Après, ça c'est la dernière diapo, les deux dernières, où je fais un pied de nez aussi en stabilisation du littoral. C'est du génie écologique côtier, quoi, où on utilise ces poches qui se gonflent avec du sable. C'est que du polyéthylène, c'est que du polypro. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que ces produits-là se délitent, ça vous fait du plastique en lambeaux assez rapidement, sous l'effet des vagues et de la houle. Et pareil pour les massifs en béton. Ça, c'est pour la partie sous-marin. Mais on sait que du béton, ça relargue aussi par tous les produits que l'on a mis en cuisson dans le ciment. Donc, vous voyez, quand vous mélangez du ciment, du béton, des plastiques dans l'océan, qu'il y en a déjà pas mal, ben, il se trouve qu'on a redéveloppé, nous, des composites à base de chanvre pour refaire de l'habitat et de refaire des équivalents de récifs artificiels, là aussi, 100% biosourcés. Donc, voilà. Donc, voilà un peu ma présentation. Donc, ben moi, il se trouve que je suis président de GECO et de Géochambre, donc deux sociétés qui travaillent dans le génie éco. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Frédéric. Tu reprends la main ? Et merci, Vincent. Oui, je vais reprendre la main. Ça marche. Et merci, Vincent. Merci, Stéphane. Hop. Bon, on n'a pas été trop long. Bah, je trouve pas, moi. Ça a été c'est bien. Si vous avez des questions sur ce sujet que moi je trouve passionnant en tout cas, je vous invite à les poser dans le chat. Et remarquez, vu qu'on n'est pas très nombreux, on peut peut-être les faire en direct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Hein? Ouais, volontiers. Volontiers. Hein, ça marche, super. Et bien justement, on a Madame Bermond qui du coup aimerait poser une question. C'est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. J'ai malheureusement pas de caméra, mais bonjour. Merci pour ces présentations. Donc, je suis Pauline Bermond, je travaille à la métropole de Lyon et je suis chef de projet sur des travaux de restauration de cours d'eau. Du coup, j'ai déjà fait poser ce genre de matériaux et j'ai un peu les mêmes réflexions de vous par rapport voilà, au plastique, aux matériaux qu'on trouve en génie écologique également. Juste, moi, j'ai une question vraiment pratico-pratique parce que je viens de lancer un marché à bon de commande pour des projets de restauration et j'ai demandé effectivement des agrafes en bois, enfin d'avoir en tout cas une proposition d'agrafes en bois ou biodégradables. Il me semble qu'il y a aussi d'autres types de ce type-là. Mais par contre, là, dans les réponses que j'ai reçues, déjà, j'ai l'impression que les entreprises n'ont pas connaissance de cet élément, de cette technique, et personne n'en parle en fait. Donc ils ont mis un prix devant la mise en place de l'agrafe bois, mais par contre j'ai eu aucun élément sur ni de fournisseur ni rien du tout dans les offres. Est-ce que vous avez des noms de fournisseurs? Est-ce que vous savez où je peux trouver ce genre de... Tu en fais, Stéphane, toi? Oui, tout à fait. Bonjour, Madame Bermond. Je suis lyonnais d'ailleurs. Et je crois que j'ai vu passer ce marché à bon de commande. En tout cas, je sais que certaines personnes de certaines sociétés de Lyon, comme les plus connues, Green Steel, Terre Idéal,
et d'autres qui ont peut-être répondu, m'ont consulté là-dessus. Alors, des agrafes bois, si, ça existe. Ça existe, ouais. Je sais que, en tout cas, moi, j'en vends. C'est de plus en plus demandé. Et vu le prix de la ferraille, qui n'arrête pas d'augmenter, d'ailleurs, ça va être bientôt, ça ne sera plus un souci économique d'acheter des agrafes bois qui avant étaient, c'est vrai, étaient plus chers. En tout cas, oui, ça existe. Ça existe. Et donc, sogebio.com. Voilà, non, mais vous pouvez. Ouais, non, mais vous pouvez me J'ai joindre pas par entendu, mail. pardon. Vous pouvez me joindre par mail demain et je vous enverrai une fiche technique d'une agrafe bois. Très bien, je vous remercie. Vous voulez mon mail? Et oui, ouais. C'est sogebio, SOGEBIO, @wanadoo.fr. Je vous enverrai une fiche technique. Et vous savez, la durabilité de ces agrafes et puis le maintien en termes de durabilité de la technique, ça, c'est pareil? C'est plusieurs années. C'est plusieurs années et vous verrez, elles sont spécialement faites pour ce type de produit. C'est-à-dire que vous avez une agrafe et en haut, un taurillon qui traverse l'agrafe pour pouvoir plaquer le produit, le produit qu'elle doit tenir. Vous verrez sur la fiche que je vous envoie, il y a une photo de l'agrafe. Merci pour tous ces éléments. Et puis merci parce que je n'avais pas connaissance de présence de plastique dans certains géofilets. Je pense que je serais plus regardante sur le produit. Vous trouverez essentiellement plus de plastique qui peuvent être, comment dire, qui peuvent intervenir dans la fabrication de certains produits, essentiellement sur des nattes et sur des produits qui ont des structures tridimensionnelles, dans lesquelles on va ajouter une fibre végétale pour donner un aspect bio au produit, mais en fin de compte, j'irais dire que ce qui va donner l'élément véritablement anti-érosion du produit, ce sera plus sa structure polypropylène que la fibre de coco ou de jute qui va l'accompagner, qui ne servira qu'à donner une image écolo au produit, alors qu'en fin de compte, pas du tout. Donc, en ce sens, par exemple, sur un géofilet, vous ne trouverez jamais sur un produit, donc sur un géofilet qui a un aspect de filet, comme je vous ai fait voir tout à l'heure au départ, vous ne trouverez jamais d'autres produits associés à sa fabrication. Et en fait, ce qui est certain, ce que dit Stéphane, c'est qu'il y a des techniques de filature, donc on parle bien de tisser, qui sont ancestrales, mais chères. Et lorsque vous essayez d'avoir des intissés, ça veut dire qu'on sait faire ça de façon industrielle, avec des machines, donc c'est plus du tissage à la main, mais les propriétés mécaniques sont souvent compensées par des polyéthylènes et des polypros qui sont thermochauffés, thermocollants, et vous ne le voyez pas, quoi. Donc, ça veut dire que posez-vous toujours la question comment ça tient, quoi. Donc, quand vous avez des produits, là aussi, on vous dit non, mais il y a des fibres végétales dedans, il faut savoir déjà où elles sont produites. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est? Quel est le lien? Vous voyez, des fois, ils ne vous disent même pas quel est le lien, parce qu'il y a 5% ou 10% de colle, et bien, ils ne le disent pas, quoi. Et 5% ou 10% de colle polyéthylène. Donc, c'est là où il y a beaucoup de produits utilisés qu'on ne vous explique pas comment c'est fabriqué. Et ça, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas normal. Si on ne vous le dit pas, c'est qu'anguille. C'est pareil, nous, il y a plein de produits qui sont concurrents où ils vous disent 100% chambre, ils en mettent 5% parce que le chanvre est beaucoup plus cher que des matériaux bruts importés. La jute, le jute est 4 fois moins cher que le chanvre produit en Bourgogne. Donc, ça veut dire que si je fais un 100% chanvre, je suis 4 fois plus cher qu'un produit jute, dès le départ. Donc, c'est là où la traçabilité des produits, c'est un choix à faire respecter sur vos marchés, à dire, après, si vous voulez du pas cher, vous en aurez, mais si vous voulez une traçabilité, faites-vous confirmer les produits. Comme dit Stéphane, faites-vous confirmer les fiches produits pour les agrafes bois. C'est faisable, il y en a qui les font. Et allez jusqu'au bout de la démarche pour dire, visitez l'usine et voyez par vous-même comment c'est fabriqué.
Je ne sais pas si je peux me permettre. Bonjour à tous les quatre. Vous m'entendez? C'est bon? Bonjour Manu. Bonjour à vous. Bonjour. Merci pour la présentation. Euh, et si je peux jeter un pavé dans la mare là aujourd'hui, on n'a que le coco et la fibre de jute finalement pour faire du génie végétal en restauration de berge. Affirmatif, capitaine. On est en train de travailler sur la laine. En fait, ce qu'il y a, c'est que on se rend compte que les produits géophilés, à ce jour, ont des tenues mécaniques qui sont exceptionnelles. Et au prix actuel des cocos, c'est encore rentable d'importer. Par contre, en traçabilité, bon, moi aussi, je vais aller sur la plage avec Stéphane derrière son paysage là. Mais pour le moment, on va essayer de faire bosser les moutons des Pyrénées pour essayer de récupérer ces milliers de tonnes de laine qui ne sont pas utilisées chaque année pour refaire du tissage. Donc, on est dans des substitutions de marché où on part déjà avec un produit qui est plus cher que le coco, quoi. Mais à l'inverse, si on utilise de la laine pour refaire des géofilets avec une étiquette par-dessus de lin ou de chanvre, mais on sait refaire des géofilets. Mais ça, c'est l'avenir. Ça veut dire que nous, on en a toujours en test et ça fait partie des matériaux de demain, quoi. Et j'avais une question aussi, enfin, vous avez déjà une idée de l'interaction du monde, enfin, de la faune avec ce type de produit? Parce qu'on parle souvent du végétal, mais quel est l'impact effectivement, enfin, quelle est l'interaction? Est-ce que le fibre de coco ou le jute ou le chanvre ou peu importe a des interactions spécifiques avec la macrofaune ou la microfaune, hein, que ce soit les mammifères ou les coléoptères, mais Ce qui est bien, c'est que j'ai pu, moi, travailler dans d'autres milieux, comme tu le sais, sur le côté maraîchage. Et c'est évident que quand tu utilises de la fibre de coco ou de jute sur un sol où tu vois une réponse rapide sur de la salade ou des radis, tu vois de suite l'effet sel. Ça veut dire qu'en clair, ça ne pousse pas. Tu t'amuses après à mettre un produit comme du chanvre ou du lin oléagineux, ben, tu as un effet rémanent du chanvre qui est assez herbicide. Et sur de la laine, c'est évident que tu as un impact vraiment sur de l'hydrophobie à capter de l'eau, comme les fibres naturelles. D'accord ? Alors que les fibres importées sont plutôt hydrophobes, donc elles concentrent peu d'eau. Alors que nos fibres françaises sont hydrophiles et on va pouvoir s'en servir comme un buvard. Donc c'est là où, dès que tu fais un buvard sur du sol, tu vas te retrouver avec du ver de terre et toutes des mycorhizes et toute une vie du sol qui démarre au quart de tour avec des paillages naturels que si tu utilises du coco ou de la jute, tu ne verras jamais. Tu n'auras jamais de développement d'une macrofaune du sol avec des cocos ou de jute parce que justement, les produits de base, coco ou jute, ben, relarguent. Des dérivés de pétrole, des dérivés de machin ou du sel. Et si tu veux, la faune, le verdict, il est direct. Et l'indicateur, c'est les sangliers. Tu mets, moi j'en ai posé, ça fait 25 ans que je travaille avec Stéphane à poser du coco, j'ai jamais eu aucun dégât de sanglier. Depuis que je pose du chanvre ou du lin ou de la laine, je me fais défoncer par les bestioles. Elles adorent ça. Ça veut dire que le milieu de vie que l'on crée, c'est un réel problème. Donc, il faut réintégrer de la laine, justement, parce que la laine est plutôt répulsive pour le sanglier. Donc, on essaye de rejouer sur des espèces de fibres locales et on redécouvre les problèmes que ça a d'utiliser les fibres locales. Mais on y travaille. ok. Donc recherche et économie à trouver quoi, pour qu'on puisse utiliser un jour d'autres produits quoi. Ouais, complet. Mais il faudra justement qu'il y ait tout le monde qui se pose des questions. C'est de dire, de toute manière, on n'a pas la solution miracle, hein, mais quand c'est agréé par la nature, je te promets, tu mets un morceau de coco, tu mets un morceau de chanvre pour ton chat, ton chien, tu sais où il est. Hein. Il va se rouler dans le chanvre, il va y rester, il va se faire son lit, il va s'y faire les griffes, il va se régaler de jouer dessus et il ne va pas toucher les autres produits. Donc c'est là où on voit vraiment la réponse naturelle d'un produit naturel. Merci pour ces compléments. Ouais, je rejoins ce que disait Fred. Je parlais de compromis tout à l'heure. Je pense qu'on est complètement dedans, quoi. Hein. C'est qu'est-ce qu'on met en priorité, la production locale ou de la production plus lointaine. Après, il y a tous les aspects coûts de transport qui vont probablement évoluer dans les prochaines dizaines d'années et qui vont sans doute aussi changer la donne à ce niveau-là, quoi. Ouais.
on ne sait jamais ce qui pourra se passer. Ensuite, concernant la production locale ou pas locale, moi, je suis d'accord sur certaines choses, pas sur tout. Ensuite, concernant le problème de sel qu'il peut y avoir, de salinité qu'il peut y avoir dans certains produits, ça dépend aussi de la provenance du produit. Concernant le géotextile coco, s'il vient de Sri Lanka, en effet. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'eau douce à Sri Lanka. S'il vient du Kerala, dans le sud de l'Inde, pas du tout. Pourquoi? Parce que les bourses sont traitées dans de l'eau douce pendant plusieurs mois. Donc, il n'y a pas de problème de seuil. Ensuite, concernant le jute qui serait trempé dans des hydrocarbures, ça peut se faire parfois, pas tout le temps, car je vois mal des producteurs de café ou des producteurs de cacao mettre leur cacao ou leur café dans des sacs qui puent le pétrole. Donc, certaines choses peuvent arriver, mais ce n'est pas une généralité non plus, quand même. Ouais. Moi, je veux dire, si tu veux, c'est des combats. Ce qui est évident, c'est que il y a eu des produits qui venaient un peu de partout, qui n'étaient pas traçables, qui te disent que ça vient d'Inde alors que ça passe par le Sri Lanka. La traçabilité des importations de coco, ben, c'est un réel sujet. C'est bien qu'on l'aborde, mais quand on sait qu'une partie des containers sont traités au bromure de méthyle pour être hygiénisés et qu'il n'y ait pas trop importé des bestioles, là aussi, certains containers ne sont pas traités. Ce sont des gaz qui tuent l'ozone, donc c'est des gaz qui sont interdits en Europe. Enfin, il y a pas mal de sujets sur ce côté importation qui est plus ou moins traçable. Et c'est ça qui est reprochable. Eh ben, non, mais parfaitement. En ce sens, toute production qui vient de Sri Lanka, et c'est vrai, il y a du sel dedans. Ensuite, c'est vrai qu'à Sri Lanka, au départ de Sri Lanka, il y a une obligation d'inifuger les containers, mais qui ne se trouvent pas en Inde. Après, les personnes qui mettent en œuvre, les bureaux d'études qui préconisent, peuvent proscrire certains pays d'importation, c'est sûr. Et à eux ensuite de se renseigner, et ça c'est facile, de savoir d'où vient le géotextile, le géofilet coco mis en œuvre. S'il vient de Sri Lanka, c'est sûr qu'il aura beaucoup moins de qualité, il aura même il pourrait y avoir certaines choses rédhibitoires qui fait qu'il ne demande pas qu'on fasse attention à sa provenance, bien sûr. Mais par exemple, concernant le géotextile coco fabriqué en Inde, il n'y a jamais un conteneur est inufigé et ils sont complètement désalinisés, quoi. Est-ce qu'il existe une espèce de guide des bonnes pratiques, justement, de tout ce que vous dites là, à destination des bureaux d'études, pour qu'ils sachent tout ça? Ou est-ce qu'il y a des documents dans lesquels on les retrouve? Les bureaux d'études le savent, mais en même temps, il y a beaucoup de bureaux d'études où les entreprises les mettent devant le fait accompli. Et comme ils ne veulent pas partir au clash, souvent, ils ne disent rien. Donc, il y a aussi la notion de prix. Un bureau d'études, normalement, devrait suivre son chantier. Parfois, ils le font, parfois, ils ne le font pas. Tout dépend de la compétence et de la qualité des bureaux d'études. Ensuite, il y a aussi l'histoire du prix. Parce qu'au final, et là, ce sont plutôt les maîtrises d'ouvrage, ils vont prendre le moins cher. Il est certain que certains produits sont moins chers que d'autres. S'ils sont moins chers que d'autres, il y a des bonnes raisons, ou des mauvaises raisons surtout. Comme au final, ça sera le prix qui fera la différence, et voilà, quoi, tout est dit, quoi. C'est tout. Donc, il est évident que ça serait avantageux pour tout le monde que ce soit bureau d'études, maîtrise d'œuvre, donc, et maîtrise d'ouvrage, fassent attention à la provenance de certains produits, et que ces produits soient étrangers ou soient français, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un produit, parce qu'il est français, que forcément tout va bien, quoi. En France aussi, il se passe des choses parfois qui ne sont pas extraordinaires, quoi. Il y en a qui continuent à faire croire que le jute est produit en France. Pardon? Il y a des produits 100% français à base de jute. Ouais. C'est toujours choquant. Bien sûr, ouais. Mais tiens, par exemple, il y a une chose qui intervient depuis la hausse des prix de fret. Tous les constructeurs automobiles qui avant faisaient beaucoup d'isolation phonique de leurs véhicules
à base de lin, qui venait pas de France d'ailleurs, parce que quand on parle de lin, il y a du lin en France, mais 90% de la production de lin est en Chine. Donc, qui dit lin ne veut pas dire forcément en France. Et ben, devant la hausse des coûts du lin, qu'ont fait les producteurs, les constructeurs automobiles français, ils mélangent maintenant du jute au lin pour fabriquer des nappes isophoniques pour doubler les portières ou les toits des véhicules. Enfin, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour nos intervenants? Non, tout était clair? Parfait. Messieurs, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter sur tout ça, sur ce sujet? Non. Est un peu technique, peut-être un peu trop, donc ne pas hésiter sur les logiques d'utilisation, paillage, géofilet, géotextile. Madame Bermond qui dit je fais attention. Et votre maître d'œuvre, vous avez choisi qui, Madame Bermond? En fait, c'est un marché à bon de commande. Donc, en fait, pour l'instant, on n'a pas de maître d'œuvre. Ah oui. C'est un marché pour pouvoir être réactif dès qu'on a des projets. Ah, okay. Donc, et en parallèle, on est en train de lancer un marché pour avoir de la maîtrise d'œuvre aussi. Voilà. Après, c'est des petits travaux, hein. C'est pas des gros travaux de restauration. C'est vraiment dans le cas d'un plan de gestion de la ripisylve et puis voilà, de restauration d'un cours d'eau. Donc, c'est des petits travaux, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et on commence à le faire pour le génie végétal. Pour le génie végétal, pardon, pour le végétal local. C'est un peu la même démarche finalement. Et du coup, j'ai pu mettre dans le marché des pourcentages en génie, en végétal local. Et je pense que c'est important aussi de mettre dans les marchés directement, effectivement, sur une indication sur les provenances, quoi. Ce que j'ai pas fait là dans le cas de ces matériaux. Mais j'ai fait les agrafes en bois, c'est déjà pas mal. Et alors, vous en avez 2 km. J'ai fait les rives de Saône. Moi, j'ai fait le chantier il y a 4 ans, 5 ans. Toutes les rives de Saône, Lyon 5, tout ça, la rive gauche. On en a mis 2 km d'agrafes en bois. D'accord. Sur le... d'acacia. Ok, bah intéressant. Alors, ça veut dire qu'en interne, ils ont déjà utilisé ça. Bah, écoutez, on est une trop grande famille pour rester en contact. Après, c'était pour l'aménagement, hein, c'était le Grand Lyon avec... il y avait tous les ateliers fluviaux, il y avait énormément d'entreprises. C'était les voies cyclables. Oui. Ouais, mais c'est noté, j'irai me renseigner auprès d'eux déjà. La partie chemin nature, Caluire, Lyon 5. Ok. Et donc, il doit y avoir encore des piquets qui dépassent par endroit. Stéphane disait 3-4 ans, plutôt 5-6 ans. Quoi. Donc, genre, il n'y a plus de coco, il n'y a que de l'herbe et il reste encore les piquets bois. Quoi. Ok, donc ça veut dire que c'est bien, ça résiste. On les a claqués à 5 cm, on les a redescendus après, histoire qu'on ne les voit pas trop, mais ils sont aujourd'hui. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ces éléments. Merci. Et n'hésitez pas à envoyer ce mail. Parfait. Bon, bah, messieurs, il ne reste plus qu'à vous remercier. Et puis, voilà. Et puis à tous, à vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Au revoir. À bientôt. Et à bientôt, merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.